Bonjour les amis, bienvenue à nouveau chez Régis, mon kiosquier préféré, et pour cette revue de presse du mois de juin 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, un mois hyper chargé en termes de presse, c'est passionnant, vous allez voir, il y a des choses très très chouettes. On va commencer tout de suite par management. Donc le management, vous avez vu, j'ai mis vraiment plein de petits post-it dedans. Alors, c'est le guide du nouveau bien-être au télétravail. C'est génial, c'est génial. Voilà, c'est de l'humour d'économistes, c'est de l'humour de gens qui pensent un peu, qui réfléchissent, qui remettent les choses en perspective et puis qui ne veulent pas se faire avoir par la bien-pensance. Bon. Et donc ça, management, c'est top parce que ça vous permet d'avoir vraiment, c'est encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais c'est l'étalon de la pensée cucugnangnante, politiquement correcte et tout ce qu'on veut. Alors, ça commence comme ça, business, hein, on est en page, c'est l'une des premières pages. La crise nous apprend, tenez-vous bien les amis, que rien ne se passe jamais comme prévu. Depuis plus d'un an, le monde entier vit dans l'improvisation. Nous constatons que nous en sommes capables et que nous pouvons trouver des solutions. Waouh, c'est brillant quand même. Donc là, on vous explique que la crise vous apprend que rien ne se passe jamais comme prévu. Ben ça, en fait, c'est la vie qui vous l'apprend. Hein. C'est pas la crise, c'est de façon générale, c'est la vie. Ça s'appelle grandir. Et puis, on passe de l'enfance à l'âge adulte en apprenant justement que rien ne se passe tout à fait jamais comme c'est prévu. Et puis nous constatons, et ça aussi c'est le fait de grandir et c'est la vie, qu'effectivement nous sommes capables de nous adapter. Alors c'est une lapalissade énorme, je pourrais continuer en vous disant que l'eau ça mouille et que le chaud ça brûle, mais je ne ferai pas cet affront au magazine Management de ce mois-ci qui est particulièrement truculent. Et donc, je vais vous parler, allez, on est en page 74, en page 60, je vous dis, c'est vraiment, c'est savoureux, je vous garde le meilleur pour la fin de cette revue de presse. Alors, c'est le coaching positif pour leader en déroute. Ah ouais, ça c'est du lourd, hein. Coaching positif pour leader en déroute. Organiser une journée de la loose, hein, donc c'est le conseil du mois. Mesdames et messieurs, organisez donc une journée de la loose. Avantage, tout le monde se déculpabilise et se replace dans une bonne dynamique. Donc on parle de ses échecs, on parle de sa loose. Voilà, c'est le coaching positif pour leader en déroute. C'est sûr qu'avec ce genre d'ânerie, le monde va se porter beaucoup mieux et je vais par la suite revenir dessus. Mais avant, je vais vous parler de choses un tout petit peu plus convenues, comme par exemple Mieux vivre votre argent de ce mois-ci. Donc dans Mieux vivre votre argent, qui est un magazine que j'aime bien lire, voilà, hein, donc c'est là aussi ça donne un peu le ton. Bourse, pourquoi il faut s'y intéresser? Alors, j'ai fait quoi? Je vous ai sélectionné plusieurs petites choses. Alors, bourse, pourquoi faut-il s'y intéresser? Alors, il faut s'y intéresser parce que il n'aura fallu... Alors, c'est en page 35, les cocos, voilà. Page 35, il n'aura fallu qu'une année à l'indice CAC 40 pour retrouver ses niveaux d'avant la pandémie. Ceux qui ont profité du trou d'air se frottent déjà les mains. Voici nos conseils pour se mettre à la bourse et miser sur les bonnes thématiques. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'il aura fallu extrêmement peu de temps aux indices boursiers, le CAC 40, mais comme, donc indice français, mais comme les indices américains, pour effectivement retrouver les niveaux d'avant pandémie. Alors, normalement, quand on est face à des crises comme ça, on a deux jambes baissières, hein, de manière très très classique. Vous pourrez regarder, vous documenter là-dessus. Donc je ne suis pas persuadé que revenir en bourse maintenant soit une excellente idée et soit totalement judicieux. J'aurais tendance à vous dire attention, prudence. Néanmoins, ce qui est dit ici est tout à fait juste. Il a fallu extrêmement peu de temps aux indices pour retrouver leur niveau d'avant pandémie et les bourses ont fait des performances absolument exceptionnelles. En page 43, donc c'est un dossier d'une dizaine de pages, en page 43, on vous donne les 12 règles d'or pour réussir en bourse. Et je suis d'accord avec ces 12 règles d'or. Je vous en lis quelques-unes de manière très rapide. N'investissez que l'argent dont vous avez besoin, c'est du bon sens, mais il faut le rappeler, c'est une bonne idée. Derrière, vous avez l'explication. Investissez selon votre profil, c'est important aussi. Connaissez-vous vous-même et vous devez avoir une bonne compréhension de votre
solidité ou de votre résistance face à l'anxiété, au stress et au risque en fait. Voilà. Donc on investit en fonction de ce que l'on est, et ça aussi c'est quelque chose de très important à toujours garder en tête pour faire un bon investissement et en dormir la nuit et pas en avoir des insomnies, ce qui n'est pas forcément le but du jeu. Privilégiez l'enveloppe du PEA, plan épargne en action, ça vous permet d'avoir une fiscalité un peu plus avantageuse. Investissez de façon progressive et programmée. Si vous arrivez que vous achetez tout maintenant et qu'il y a un crack demain, voilà, donc vous avez, on va dire, allez, vous êtes super riche, vous avez 100 000 euros à investir, prenez vos 100 000 euros, vous achetez 100 000 euros là aujourd'hui, puis demain on a un crack moins 30%, boum, c'est un petit peu compliqué. Imaginez que vous ayez fait cette même investissement, cette même somme investie en 5 fois 20 000 euros, et bien si vous avez un crack demain, vous n'avez investi que 20 000 euros, ça perd 30%, et vous avez 80 000 euros encore que vous pouvez réinvestir et justement profiter d'une éventuelle baisse. Donc ça aussi c'est un bon conseil, donc vous avez l'explication derrière et c'est intéressant. Toujours page 43 de Mieux vivre votre argent. Passer des ordres à court limité. D'ailleurs, l'AMF a fait donc qui est le gendarme de la bourse, etc. L'AMF a fait un communiqué en disant mais c'est une catastrophe, les gens ils savent plus ce que c'est qu'un ordre à court limité, un ordre au prix du marché, etc., etc. Donc avant de vous lancer en bourse, évidemment, formez-vous, apprenez, passez un peu de temps à apprendre les termes, les mots et comment tout ça fonctionne. Et puis bon bah derrière vous avez encore, en tout vous avez 12 conseils et je ne vais pas tous vous les lire parce que ce serait trop long, mais voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant, notamment si vous êtes un petit peu novice. Un autre dossier qui est très intéressant dans le Mieux vivre votre argent du mois de juin, c'est immobilier, s'installer à l'étranger. Voilà, donc ceux qui veulent aller s'installer à l'étranger, prendre sa retraite ou travailler hors de nos frontières, séduit de plus en plus de Français. Le choix du pays est important car vous devez prendre en compte de multiples critères. Nous en avons sélectionné 10 pour leurs nombreux atouts. Alors dedans notamment l'Espagne, le Portugal, voilà, donc il y a un certain nombre de pays qui sont cités, qui sont étudiés et c'est intéressant. C'est dans le Mieux vivre votre argent du mois de juin et les finances d'une famille, recomposer son patrimoine après une vente immobilière, qui est une rubrique que j'aime également beaucoup. J'aime bien quand ils analysent les finances de quelqu'un. Voilà pour ce magazine Mieux vivre votre argent. Pour le revenu, toujours pareil, tiens d'ailleurs on est sur la thématique de la bourse, revenu du mois de juin, bourse, 3 stratégies gagnantes, bon ok. Alors qu'est-ce que je vous ai sélectionné spécifiquement dans le revenu de ce mois-ci? Je mets un spécial. Ah là, attendez, hop. Je m'y perds. Oui, donc voilà. Alors, comment investir 50 000 euros en bourse avec 3 préconisations. C'est un petit peu la même thématique que celle de Mieux vivre votre argent et c'est un peu moins complet. Bon, voilà, là pour le coup, le dossier de Mieux vivre votre argent est nettement plus fouillé et pertinent. En revanche, ce mois-ci, dans le revenu, vous avez un spécial étudiant qui est pas mal fichu. Et donc, on apprend notamment dedans, on a quelques chiffres très intéressants. 169 euros, c'est le montant moyen de l'aide au logement perçu par un étudiant. 57%, c'est la part consacrée au logement dans le budget mensuel de l'étudiant. 2 816 300 étudiants, donc plus de presque 3 millions d'étudiants dans notre pays. 0,89%, c'est le taux moyen d'un prêt étudiant, donc il y a toute une partie sur le financement de vos études. Vous avez également le budget et l'argent au quotidien des étudiants et des moyennes. 1193 euros, c'est le montant mensuel des frais de vie en moyenne pour un étudiant en France. Donc 1200 euros, voilà ce que coûte par mois un étudiant. Donc par an, il vous faut trouver 1200 euros. Et étudiant, sachez qu'en moyenne, pour nos plus jeunes spectateurs qui nous écoutent, 532 euros, c'est le montant moyen de l'aide versée par les familles aux étudiants. Voilà. Donc c'est un dossier qui est très 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 intéressant. Ensuite, il y avait un petit papier. Sur les
tracker et la gestion à faible coût. Alors ça, c'est très intéressant et en revanche, par contre, ça reboucle très bien sur mieux vivre votre argent si vous vous intéressez à la bourse. Et la gestion à faible coût, c'est quoi? Elle gagne du terrain à côté de la gestion active que récompense l'essor des fonds indiciels cotés, les ETF, se poursuit. Les trackers répliquent des indices à moindre frais, notre sélection des meilleurs. C'est vachement intéressant parce qu'effectivement, les trackers, ça vous permet de reproduire des indices, d'avoir la totalité de la performance de l'indice et de ne pas payer des frais mirobolants à votre banque. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle de la gestion à moindre coût. Et donc vous avez dans le revenu une sélection de trackers qui est assez bien fichue. Donc si vous êtes à la recherche d'idées d'investissement pour aller en bourse, le revenu c'est pas mal. Alors les explications, elles sont mieux dans mieux vivre votre argent, mais en revanche les idées de produits, je trouve qu'ils sont meilleurs dans le revenu de ce mois-ci. Donc si vous avez un vrai projet d'investissement en bourse, vous pouvez faire les deux magazines ce mois-ci. Allez, on revient à management et on va avancer dans les petites blagues. Alors, je vais vous en donner une autre. Je vous l'avais promis, je les avais sélectionnés. Les chos dans le chaudron du télétravail. Vous savez ce que c'est un chaud? Un Chief Happiness Officer, un directeur du bonheur dans une entreprise. J'adore le titre, c'est extraordinaire. Alors bon, moi j'ai une petite idée sur comment favoriser le bonheur dans les entreprises. Commencer par arrêter de mettre la pression aux gens, mais voilà, bon, c'est pas tout à fait ce qu'ils ont, ce que font les entreprises. Elles préfèrent recruter un chargé du bien-être des salariés en présentiel. Les chefs Happiness Officer auraient pu plonger dans la déprime avec la crise sanitaire. Au contraire, ils ont su se révéler plus indispensables que jamais en faisant des apéros virtuels par Skype et en organisant des cafés le matin, mais des cafés virtuels chacun chez soi. Bref, c'est du pipeau, c'est de la flûte. Encore une fois, ça sert pas à grand chose un chef Happiness Officer. Allez, l'un de mes passages préférés, on est page 89 de management. Et alors là, mon totem bien-être. Et oui, si vous avez votre conseil minceur parfois à la télé, hein, vous avez déjà mon petit conseil minceur, mon petit conseil beauté, vous savez, pour que mon teint soit beau, bien éclatant, etc. Moi, j'ai mon petit totem bien-être. Alors mon petit totem bien-être, par exemple, David allume la lumière du bureau qu'il occupe dans un espace partagé, lance le café et tourne la page de son éphéméride pour découvrir la citation du jour et son illustration, la petite image de petit dessin. Et aujourd'hui, le message, c'est avoir confiance en ses talents. C'est direct, c'est assez général, mais cela m'a mis dans de bonnes dispositions pour assurer mes rendez-vous. Voilà, c'est le petit totem bien-être de notre ami David. Hein. Il lit des petites citations tous les matins avant de commencer son travail en ayant bu son café, pourquoi pas. Il y a Laetitia, alors Laetitia, page 90. Elle est intendante, machin, etc. Et donc son petit totem bonheur à elle, c'est Inca, son petit Yorkshire, son chien quoi, hein, Yorkshire, je sais pas comment faut dire. Le petit chien, le petit toutou, voilà, c'est super. Il y a Sophie Michalet, elle, c'est son affiche de girafe, hein, donc son totem bonheur, c'est que quand ça va pas, elle regarde son totem bien-être, pardon, elle regarde son affiche de girafe. Et puis il y a Nicolas, il est CEO de Jet machin, et lui, il regarde son palmier d'intérieur, donc pour se sentir bien, il regarde son palmier, voilà, on est en page 91 ou 91, et voilà, et donc il fait même des câlins au palmier, et donc forcément on se sent mieux. Je vous laisse, on repasse à des choses un petit peu plus sérieuses, mais j'y reviendrai parce que c'est vraiment extraordinaire le management de ce mois-ci. Si, encore une fois, si vous voulez rigoler sur le côté corporate et les propagandes un peu managériales, c'est vraiment un truc à lire, management. Harvard Business Review, alors là en revanche on est dans du lourd, dans du très très bon. Je vous avais parlé du numéro précédent. Ici on est sur manager son équipe avec succès, c'est d'excellents niveaux, rien à voir avec le magazine Management qui pourtant dans son nom dit qu'il faut manager, et manager, manager. Là bah, c'est super, vous avez même
dedans des outils qui vous sont donnés avec alors attendez, je vais me mettre dessus, voilà, donc des outils pratiques de mise en application pour le management. Je sais pas si, bon voilà, de toute façon, comment je mène un entretien, comment je mène un entretien d'embauche, comment je mène un entretien pour accompagner mes collaborateurs, comment je peux évaluer les compétences, etc. Donc il y a des outils, il y a des matrices, c'est extrêmement bien fait. Vous avez beaucoup de théorie, vous avez mais de la théorie extrêmement concrète et extrêmement pragmatique. C'est très bon. Vous savez, c'est très cher, c'est 19,99 €, donc autant dire c'est 20 €, mais ça vaut le détour. Donc ceux qui ont des problématiques managériales ou ceux qui s'intéressent au management, ceux qui pensent être amenés à encadrer des équipes, voilà, ça c'est une revue et un magazine vraiment à acheter si vous êtes confronté à une problématique comme ça. C'est à mettre dans votre bibliothèque, c'est à potasser, c'est à travailler. Il y a vraiment des choses passionnantes. Si déjà on appliquait tout ce qu'il y avait là-dedans, le monde se porterait mieux et on n'aurait pas besoin d'inventer des chefs happiness du bonheur, ni d'avoir le totem bien-être, voilà, parce que le totem bien-être c'est un peu bidon si justement le manager se comporte bien et s'il cadre bien les collaborateurs pour qu'ils se comportent bien également et que tout ça soit un fonctionnement harmonieux. Donc ça c'est passionnant. Ensuite, alternative économique. Alors, alternative économique, bon, j'ai pas sélectionné grand chose en fait, assez décevant l'alternative éco de ce mois-ci par rapport à celui du mois dernier. Bon, mais c'est pas grave, on peut pas être brillant tous les mois. Le mois dernier était vraiment très chouette. Non, la France périphérique n'a pas été abandonné. Voilà, donc là, Alternative Éco essaye de démontrer que les gilets jaunes ont tort de dire que ils ont été abandonnés. Et donc, je trouve que c'est hyper fallacieux en plus quand on y réfléchit. Ces zones sont davantage taxées que les territoires fragiles. Un Parisien verse en moyenne 25 500 € par an à la solidarité nationale contre seulement 5 600 € pour un habitant de la Meuse. Bah, évidemment, bande de gros malins. Donc évidemment, les Parisiens ne versent pas chacun 25 000 €. Si une famille de 4, ça ferait plus de 100 000 € versés. C'est évidemment en termes de redistribution par rapport à tout ce qui est ponctionné sur la région parisienne, taxes sur les entreprises, TVA, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, bande de gros malins, la région parisienne, c'est 10 millions d'habitants et c'est la moitié du PIB de la France. C'est là où il y a tous les sièges sociaux, c'est là où toutes les taxes sont payées, ou sont reversées, etc., etc. Donc ça a évidemment aucun sens d'expliquer que non, le reste de la France n'a pas été abandonné puisque les plus riches qui sont à Paris, c'est bien eux qui payent le plus. Bon, c'est voilà, ça m'a agacé parce que c'est pas un raisonnement économique qui soit viable, c'est de l'idéologie. Là, ça s'appelle une union de transfert. Donc dans un pays, une union de transfert, c'est que l'Italie du Nord, là où il y a toutes les industries, elle paye pour l'Italie du Sud. Et c'est ce qui fait qu'on fait nation ensemble. Ce qui fait qu'on fait nation ensemble en France, c'est le fait que les régions les plus riches, donc l'Île-de-France, dans une moindre mesure évidemment la région lyonnaise avec Lyon, et donc les très très grandes villes, c'est elle qui effectivement pourvoit le plus à l'activité économique, donc elle pourvoit le plus en termes de contribution aux impôts et aux taxes, et donc forcément c'est de là que vient la redistribution sans blague. Bon, bref, voilà, donc décevant. Ensuite, Éléments. Alors, vous savez, Éléments, c'est une revue pour ceux qui disent oui, la presse, machin, etc. Éléments, l'incorrect, etc. Enfin, ce sont des revues qui sont extrêmement engagées. Donc, Éléments, c'est plutôt classé ultra droite. C'est genre Montjoie, machin, Saint-Denis, tout ça. Pour faire une petite référence à l'actualité récente. Donc, en dehors de la couverture qui était Jésus, ce qui a retenu mon attention, c'est l'interview d'Hubert Védrine. Hubert Védrine, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Lionel Jospin. Donc il était sous Jacques Chirac, ministre des Affaires étrangères.
Conseiller diplomatique, porte-parole de la présidence, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin sous la présidence de Jacques Chirac, Hubert Védrine est un homme politique à part dans le paysage français, ne serait-ce que parce que c'est le seul dont les vues, toujours originales, se lisent avec le plus grand intérêt. Partisan de la realpolitik en matière diplomatique, c'est-à-dire d'une ligne réaliste qui n'interdit pas d'avoir des principes, il pose sur les grands enjeux internationaux le regard acéré d'un homme libre, comme le montre son savoureux et passionnant dictionnaire amoureux de la géopolitique qui paraît aux éditions Plomb-Fayard. Passionnant, son interview, vraiment passionnante, et donc notamment son point de vue à un moment donné qu'il donne, je vous livre que ça, mais c'est beaucoup plus dense évidemment. Il parle du Rwanda, il parle de... Bon, il y a plein de choses dans son interview. La bonne realpolitik, donc la politique, on va dire, pragmatique et pas idéologique, selon moi, serait de traiter avec la Russie sans œillère idéologique, dans la continuité des politiques menées par François Mitterrand et Jacques Chirac. Emmanuel Macron a prétendu s'inscrire dans cette voie que j'ai nommée le gaulo-mitterrandisme, mais il n'en a rien fait. Il n'y a plus de politique étrangère française autonome. Pour ma part, je regretterais que l'on se laisse entraîné par les États-Unis dans l'escalade anti-russe et anti-chinoise que je vois se mettre en place. Ce n'est pas notre intérêt, mais ce n'est pas non plus l'intérêt des États-Unis. Y a-t-il seulement une personne dans les élites politiques qui le pense aujourd'hui? Voilà, c'était et c'est quelqu'un de gauche, donc, qui s'exprime dans une revue d'ultra-droite. C'est quand même assez étrange. Et en tout cas, c'est passionnant à lire. Ensuite, Capital. Capital de ce mois-ci. Ah, savoureux ça aussi, Capital. J'ai beaucoup rigolé. Alors, dans Capital, ah oui, tiens, toute petite digression phénoménale. Le succès des Français dans le jeu vidéo. Papa, maman, parents qui écoutaient éventuellement cette vidéo, ne désespérez pas si le petit chérubin ne jure que par les jeux vidéo. Il y a plein de métiers, il y a plein d'activités autour de ça, et donc vous pouvez transformer les névroses de vos enfants en immense qualité et en future carrière, et c'est pour de vrai. Donc lisez ça si jamais vous êtes confronté à ce problème, ça vous ouvrira des portes, des perspectives. On peut canaliser l'envie de jeux vidéo et on peut en faire quelque chose, et donc il y a notamment une French touch sur les jeux vidéo, et les Français sont extrêmement reconnus au niveau international. Alors, le truc qui a retenu le plus mon attention, c'est les premiers de la classe de chez L'Oréal. Ah là là, alors ça c'est copieux aussi, très savoureux, truculent. Donc attention, hein. Alors là, c'est l'endoctrinement corporate par, enfin voilà, je trouve c'est l'exemple type de ce que j'appelle l'endoctrinement corporate. Des esprits brillants qui ont fait 100% de leur carrière dans l'entreprise, on en compte par centaines pour saisir l'ampleur de ce côté consanguin, limite secte selon l'expression d'un chasseur de tête. Attention, ça va très loin. C'est page 50 du magazine Capital. Nous avons recruté au moins 5 jeunes dans 50 écoles et universités françaises différentes. Certes, mais tous sont des premiers de la classe filtrés par le même tamis. Un algorithme retient le gratin des CV. Les qualifiés doivent ensuite répondre aux questions d'un chatbot, autrement dit d'un programme informatique. Enfin, s'ils sont retenus, ils embrayent sur une série d'entretiens. La crème de la crème est classée en 2 catégories. Les rising players, c'est-à-dire ceux qui semblent avoir un remarquable potentiel de développement, et les experts, ceux qui en gros pourront pas manager parce qu'ils ont une IHM, une interface homme-machine qui est un petit peu défaillante. Ça, c'est un de mes rajouts personnels. Fait de défis toujours plus complexes, comme piloter une équipe dans un pays dont ils ne connaissent rien, quitter une division grande, enfin bon voilà. Donc on leur fait plein de parcours semés d'embûches, machin, etc., des choses trappes, enfin bon, on les épuise. Alors irrésistible L'Oréal, il faut nuancer, 45% des recrues sorties d'école plient bagages au bout de 3 ans. Un effrayant turnover que les porte-paroles du département des ressources humaines se refusent à commenter. Je bossais de 7 à 22 heures presque tous les jours, blablabla. Bref, si vous voulez en savoir plus sur L'Oréal et sur ces machines à fabriquer du consentement, à ces machines, à mon sens, à endoctriner, vous savez, c'est être corporate, croire en la boîte, croire en sa carrière.
eh ben, ça permet de prendre un petit peu de recul. C'est un dossier passionnant et je vous invite à le lire avec cet esprit critique et ce regard critique, c'est très intéressant. Et puis sinon, également, tout un dossier très bien fait sur les héritages et donations. Donc ceux qui en revanche ont une problématique héritage et donation, ça c'est un magazine à acheter ce mois-ci. Ensuite, parce que on vous parle beaucoup de survivalisme ces derniers temps, de survivalisme, d'ultra-droite, etc. J'ai trouvé ça dans les magazines en kiosque que vous avez, sur cette thématique-là, vous avez Survival. Alors j'ai survolé Survival, et écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. 7 ans au Tibet, la véritable histoire. Bon, ouais, c'est vachement intéressant parce qu'il y a de la notion de survie dedans, etc. Des petits reportages sur comment fabriquer un couteau, la lampe à pétrole modèle Tempête. Voilà, c'est ceux qui s'intéressent à ça. Le film Seul au monde. Voilà, les morsures de serpent, comment je remplis bien mon sac à dos quand je pars faire de la randonnée, comment je répartis la charge, le poids, etc. Ça s'appelle la gestion du sac à dos de marche quand je vais me promener en forêt, les nouvelles haches du baroudeur. Bon, voilà, c'est survivalisme appliqué au monde réel. C'est un bouquin dont il parle, La résilience individuelle, survivalisme avec le guide Antichrist tome 2. Donc c'est une fiche de lecture. Voilà, sur des lampes qui là cette fois-ci sont pas à pétrole. Et donc comment je fais aussi pour me construire un radeau. Voilà, c'est rigolo, fabriquer un bateau de fortune avec ce que je peux trouver et récupérer sur une plage, l'autosuffisance sur une île. Voilà, enfin bon, des thématiques. Alors ce qui a été globalement là-dedans, rien vu sur l'armement. Oui, alors tout sur le poulailler, tiens, le poulailler autonome. C'était assez rigolo ça comme article, c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux poules et comment je fais pour allumer un feu. Bon bref, là-dedans, rien d'ultra-droite, de particulièrement fasciste, on ne vous dit pas comment tuer des gauchistes, c'est plutôt heureux d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, donc bon bref, ceux qui s'intéressent à la thématique de la survie, finalement j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et donc je ne l'ai pas lu celui-là, mais c'est Régis qui m'en a parlé. Donc ça c'est vraiment très axé survie. Et puis il y a un autre magazine qui, Régis Méziel, c'est un peu le pendant, c'est Néo-Ruraux. Donc je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler, mais Régis ne m'en a dit que du bien. Voilà, donc c'est comment on s'implante, en gros, comment on s'implante à la campagne, comment on s'adapte à la campagne quand on est plutôt un citadin et qu'on veut devenir un nouveau rural, donc qu'on veut faire partie des néo-ruraux. Donc je le lirai pour le mois prochain et je vous en donnerai des nouvelles, et puis comme ça on pourra faire une vraie comparaison sur la thématique un peu, tout ce qui est autour de la survie, de la résilience, de la notion de campagne, et on regardera les différentes approches. Avant de vous quitter, on va reprendre mon préféré, et donc là on va prendre la partie la plus intelligente, vous me laissez la retrouver, de ce magazine. Voilà, alors ça c'est en page 76-77 et c'est une interview de Julia de Funès, la petite fille de Louis de Funès, qui là ne fait pas tellement preuve d'humour comme son grand-père, mais qui fait preuve d'une immense intelligence, elle est philosophe. Et que dit-elle sur tous ces délires du bonheur dans l'entreprise, des chefs happiness dans l'entreprise, etc. Et je vous quitterai sur les paroles de Julia de Funès, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La comédie inhumaine. Vous dressez un tableau drôlatique assez féroce de l'idéologie bonheuriste en entreprise. Pourquoi, selon vous, est-ce une hérésie? Sa réponse est brillante et extrêmement juste. Parce qu'elle part d'un faux raisonnement.
les gens heureux sont plus performants, donc en rendant nos salariés heureux, nous les rendons plus productifs. Les entreprises qui succombent à cette mode managériale imaginent le bonheur comme un objectif atteignable, recette à l'appui. Je prends un CHO, le show, un Chief Happiness Officer, je lui donne un petit budget pour qu'il installe 3 baby-foot et 2 nouvelles machines à café, et les gens vont être heureux. Pour Julia de Funès, eh bien, le bonheur n'a rien à voir avec cette mascarade de la multiplication des conventions d'entreprise où les salariés sont priés de danser sur la chanson du bonheur. Le bonheur n'a rien à voir avec cette mascarade et ne devrait en aucun cas constituer l'objectif premier des managers, sous peine évidemment de désillusion collective, car il s'agit d'un état instable, éphémère et très subjectif. Non seulement il relève de la sphère privée, mais en plus il est dans sa nature même une énigme, d'accord ? Si nous savions comment être heureux, s'il y avait une recette du bonheur, eh ben le monde serait une immense mer de félicité. Hélas, le monde n'est pas une immense mer de félicité. Vous avez des millions de nos concitoyens qui sont atteints par la dépression, qui sont sous anxiolytiques, etc., qui subissent la pression, ce genre de choses. Et donc, le bonheur ne se décrète pas, le bonheur ne se fait pas fabriquer avec des recettes simples, et c'est encore moins votre manager, quand bien même on l'appellerait un Chief Happiness Officer, qui sera en capacité évidemment de vous rendre heureux. Et enfin, effectivement, Julia de Funès le dit très justement, le bonheur, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, ça relève de l'intime et ça relève du plus profond de l'être. Donc croire qu'une entreprise peut se mêler du bonheur de ses salariés, c'est une vaste foutaise, c'est une évidente escroquerie, et donc je pense que c'est très important de garder cette distanciation vis-à-vis de toutes ces techniques et méthodes managériales. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette revue de presse du mois de juin. Si j'avais un magazine à vous recommander cette semaine, ce serait la Harvard Business Review consacrée au management, évidemment, suivi de management, parce que vraiment c'est une perle, et notamment c'est une perle pour support de réflexion et de distanciation et de prise de distance par rapport au travail. Et dedans, vous avez cette interview de Julia de Funès qui est lumineuse. Et si vous la mettez bien en perspective, je pense que ça alimentera les réflexions du plus grand nombre. Voilà les amis, je vous laisse et je vous retrouve le mois prochain pour la revue de presse de l'été. Salut, à bientôt. Merci les amis.